Bonjour, nous sommes encore en compagnie de Jacqueline Chabi pour parler histoire, pour parler Coran, pour parler langue arabe et pour parler de l'islam des origines. Jacqueline Chabi, c'est quand même une grande ambition que la vôtre, c'est-à-dire cette mise en contexte pour vous rapprocher au plus près de l'islam des origines. Je parle d'ambition, pourrions-nous parler de prétention ? Écoutez, j'ai commencé un petit peu par hasard et un pas après l'autre. En réalité, on ne sait pas où on va quand on fait une recherche. On a une hypothèse, et puis elle est productive ou pas. Si on s'est trompé, il faut savoir revenir en arrière. Sinon, eh bien, on avance. Et c'est de proche en proche que les choses se mettent en place. Je n'avais pas de prétention au départ, j'avais trouvé quelque chose qui me paraissait absolument passionnant. Et la première chose qui m'est apparue, c'est le phénomène de la guidance. Qu'est-ce que j'appelle la guidance ? Eh bien, partant du paysage que je connaissais, du territoire que je connaissais, l'Arabie en général et l'Arabie occidentale, je me suis aperçu que le problème de la piste et du suivi de la piste était quelque chose d'absolument fondamental. Ça m'est apparu comme une évidence et je me souviens que j'en avais parlé à mon maître Claude Cahen qui m'a dit « Vous allez faire une communication à la Société asiatique, à l'Académie ». Et je suis allée à la Société asiatique il y a plus de 30 ans et j'ai fait une communication sur le dieu de guidance qui s'opposait au dieu pasteur. Et ce que j'ai dit aux gens qui étaient là, la Société asiatique, qui est une société savante, je leur ai dit, eh bien, au Proche-Orient, la divinité, le Dieu créateur, gère les croyants comme un troupeau. C'est le Dieu pasteur. Il veille à leur bien-être. Mais tout le monde est là bien tranquille sur un territoire. Or, en Arabie, on est toujours en déplacement. Quand on quitte là où on habite, quand on quitte un campement, ou quand on quitte une oasis, ou quand on quitte une ville sans agriculture comme la Mecque, on emprunte la piste. Et la piste, en Arabie, elle est toujours dangereuse. Parce que si on s'écarte de la piste, ça n'est pas comme en Europe. Si vous vous perdez, vous vous retrouvez. Vous avez ce proverbe que tout le monde connaît, tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, en Arabie, si vous ne connaissez pas la bonne piste, vous n'arrivez nulle part, ou plutôt, vous arrivez à la mort. Autrement dit, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la Mecque ou un seul chemin qui mène à Rome. Alors, on parlait des ambitions, de votre ambition. Selon vous, cette volonté de retourner à l'islam des origines, sur un plan purement historique, nous sommes d'accord, ce n'est pas d'actualité chez les musulmans, ça ne l'a pas été, et ça n'est pas près de l'être. Ce qui se passe dans le monde musulman, c'est que l'histoire première de la société tribale s'est très rapidement effacée dès lors que l'islam est sorti de ce milieu d'origine. Or, cette sortie, elle est très rapide. Elle se fait à la faveur des conquêtes que je ne dirais pas musulmanes, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui sont des conquêtes tribales d'expansion. Il y a eu d'autres conquêtes tribales d'expansion de par le monde. Je pense par exemple aux conquêtes mongoles, qui ont été d'ailleurs autrement violentes que les conquêtes musulmanes. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Eh bien, on a très vite changé de terrain. On a très vite changé de société. Et dans ces conditions, je dirais que l'histoire de l'islam des origines s'est très rapidement effacée dans la représentation même qu'en avaient les gens d'après qui n'appartenaient pas à cette société, qui n'en étaient pas issus et qui avaient des mémoires culturelles et religieuses autres que celles des hommes de l'origine. Alors, j'entends le scepticisme de certains qui nous écoutent et qui nous regardent.
Est-ce que, en faisant de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie, en faisant référence à un haut niveau de langue arabe, dans quelle mesure on peut se rapprocher au plus près de l'islam des premiers temps? Est-ce que on peut définir, je ne sais pas, je le dis comme ça, sous forme de pourcentage, le degré de proximité, de vraisemblance? Je dirais que ça n'est pas mon problème, en tant qu'historienne, de me mettre à la place des croyants. Un historien ne donne pas de leçons aux croyants. Alors, c'était pas sur le plan des croyants. Je parle ici sur un plan historique. Quand est-ce qu'on peut dire que là, on s'est véritablement rapproché de l'islam des premiers temps? On ne peut pas s'en rapprocher. L'islam des premiers temps, il a été et il n'est plus. Simplement, l'historien va vous dire, voilà ce qu'il a été. Maintenant, l'islam d'après, quel est-il? C'est la question suivante. Et puis l'islam d'après, quel est-il? Et de période en période, on arrive à la période moderne. Mais c'est aux hommes de prendre en compte le passé, ce qu'un historien cherche à faire pour le salut public, je dirais. C'est d'éviter que les hommes se complaisent dans les fantasmes en s'imaginant que ce qu'ils se représentent du passé, qui n'est pas le passé historique, ils le prennent pour un passé historique et ils s'en servent pour agir prétendument au nom de ce passé. Mais l'historien fait son travail d'historien et c'est aux citoyens de chaque époque qui sont responsables de leur présent de prendre en compte, mais encore faut-il que cette vision historique du passé soit disponible. Or, elle ne l'est pas dans le monde musulman, mais j'ajouterai quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Elle ne l'est pas non plus dans les sociétés occidentales qui se représentent l'islam. Alors, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux que de vouloir faire de l'histoire qui puisse être accessible au plus grand nombre, de sorte que ce plus grand nombre cesse de fantasmer? L'historien fait son travail, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais au moins cette goutte d'eau existe quelque part. Et si quelqu'un veut se rendre compte de ce qu'a été l'histoire réelle à un moment donné du temps, il peut se reporter à des historiens qui lui disent, qui livrent leur analyse, qui peuvent se tromper, qui font des hypothèses de vraisemblance sur le passé, mais qui essaient de retrouver l'humanité du passé, l'humanité de chaque époque, parce que la sacralisation du passé peut conduire aux pires dérives, aux pires violences, et on l'a bien vu aujourd'hui. Alors, vous opposez, bien entendu, certitude, en tout cas vraisemblance, aux certitudes. Qu'est-ce que vous entendez par la vraisemblance, quelque chose de vraisemblable? Vraisemblablement, c'est un terme qui revient souvent. Est-ce que c'est une idée que l'on retrouve dans l'histoire ou c'est une manière de dire à un moment donné, là, voilà, c'est donc vraisemblablement? Dans tout travail scientifique, une hypothèse n'est valable que pour autant qu'elle n'est pas démentie. C'est-à-dire, l'historien, le scientifique est toujours sur la branche, et si quelqu'un utilisant la même méthodologie que lui, bien évidemment, lui prouve qu'il s'est trompé, eh bien, l'historien reconnaît tout simplement qu'il s'est trompé. C'est pourquoi je peux vous décrire éventuellement une situation collective du passé, en disant les hommes se sont sans doute comportés de telle façon. Donc, je vous donnerai une vraisemblance de situation, mais je ne pourrai jamais vous dire Mohammed a dit ceci à un tel jour, et l'autre lui a répondu cela. L'historien descend au niveau de probabilité que ce qu'il trouve lui permet de dire, il ne va pas au-delà. Alors que quand vous êtes dans le cadre naturel de la spontanéité ou dans le cadre de la croyance, vous êtes tout le temps en train de chercher des réponses. L'historien pose des questions. Et s'il n'a pas d'éléments pour répondre à ces questions, il reste dans l'hypothèse vraisemblable où il dit « je ne sais pas ». Alors, il y a une dimension, ou en tout cas une discipline que vous ne convoquez pas, et j'ai envie de vous questionner là-dessus. La psychologie, ou entrer dans l'âme d'un Mahomet, est-ce que ça ne pourrait pas nous permettre d'en savoir un peu plus, de connaître un peu mieux l'islam des premiers temps?
Alors, en ce qui concerne la psychologie, c'est un petit peu compliqué. Je sais que certains s'y sont essayés. Je ne sais pas si on a suffisamment d'éléments pour individualiser. Il y a certaines choses qu'on peut relever. Je dirais qu'il faut faire de la sociopsychologie, non pas de la psychologie toute seule. On n'a pas les moyens de faire de la psychologie toute seule. Mohamed n'est pas là en face de nous. Mais de la sociopsychologie, on peut en faire éventuellement. On peut, par exemple, considérer ce qui, dans sa société, était quelque chose qui était considéré comme très malvenu, c'est de ne pas avoir de fils. Mohamed est un homme sans fils. Et c'est sans doute une blessure profonde dans sa personnalité, le fait de ne pas avoir eu de fils. D'ailleurs, dans le Coran, il est insulté en tant que Abtar, autrement dit, homme sans fils. En fait, c'est une insulte et ça veut dire châtré. L'homme qui n'a pas pu procréer des fils, qui n'a eu que des filles. Donc là, vous avez peut-être un trait psychologique qu'on peut retrouver dans la personnalité de Mohammed et qui correspond à un rejet social, à une mise à l'écart social. C'est un handicap social pour un homme de cette époque de ne pas avoir de fils. Donc on peut en tirer un certain nombre de conclusions. Mais si on n'a pas... Là, on a un élément, et en plus, il est dans le Coran, hein, l'homme sans fils. Mais pour faire de la psychologie, il faut avoir des éléments que l'historien n'a pas forcément. Bien. Nous allons continuer avec vous, Jacqueline Chaby, autour de ces questions liées au Coran, à l'Arabie, etc., dans une prochaine rencontre. En tout cas, merci encore de nous avoir éclairés de vos lanternes et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir et à bientôt.